Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre podcast Bien au-delà. Ah, et là vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est Anita qui se présente devant vous. Eh bien parce que j'ai une triste nouvelle pour vous, chers auditeurs. Noé ne sera pas des nôtres pour ce podcast. Et oui, Noé a été vaincue par la maladie. Mais nous prions pour elle pour qu'elle puisse se rétablir rapidement. En tout cas, ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Et aujourd'hui, nous avons une invitée toute particulière qui va présenter un sujet bien particulier. Je vous présente Odile Griffith, que nous accueillons avec joie dans ce podcast Bien au-delà. Bonjour Odile. Bonjour. Alors Odile, avant toute chose, je te demanderai de te présenter. Alors, du coup, Odile Griffith, je suis consultante et coach en accompagnement professionnel et personnalisé. Pour compléter un peu ma présentation, mon premier diplôme, c'est un master de psychologie clinique et pathologie. Donc voilà. Alors, je précise que la fonction de psychologue, je ne l'ai pas. C'est un choix aussi, en partie. C'est pour ça que je préfère présenter en tant que consultante et une de mes autres certifications en tant que coach également. Et tu es coach personnalisé, tu dis, dans quel domaine, si c'est pas indiscret? Alors, donc j'accompagne dans le domaine qu'on appelle l'accompagnement personnalisé professionnel. Donc ça touche les deux. C'est-à-dire que ça peut toucher un accompagnement professionnel, reconversion, des missions, des choses comme ça, mais aussi avec ma partie clinique, donc la partie personnelle aussi, dans tout ce qui va être évolution. On a un accompagnement au niveau du développement personnel, que ce soit par rapport à sa vie de couple ou sa vie célibataire, ou encore, parfois, il y a certains qui recherchent aussi un peu à apaiser leur passé, que ce soit des enfants divorcés ou bien eux-mêmes divorcés, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai les deux. D'accord, ok. Eh bien, aujourd'hui, on va se pencher sur ce point plus particulier. On parle de l'évolution, du développement personnel, et le développement de chaque personne adulte et humaine passe par la découverte, la naissance de la sexualité. Et on va voir dans ce podcast, Odile, je vais te laisser la parole, que la sexualité, en fait, est aussi bien souvent le résultat d'une présentation sociale que nous propose notre environnement. Notre environnement. Nous propose notre environnement. Je suis perturbée, Noé n'est pas là. Rien ne va. Donc, nous propose notre environnement. Et ma première question, Odile, est comment on peut présenter la sexualité à quelqu'un qui se présenterait devant toi et qui se dirait voilà, moi j'ai des troubles à ce niveau-là, j'y arrive pas ou j'y arrive un petit peu trop, ça crée un déséquilibre dans ma vie. D'où peut venir ce déséquilibre et qu'est-ce que tu préconiserais? Alors, j'aime bien parce que tu as posé plusieurs questions. Alors, je ne sais pas laquelle il faut que je réponde. Est-ce que la sexualité vient de l'environnement ou pas? Quand on a des troubles, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va essayer de prendre un peu au départ. Oui. Ouais, on va faire un par un. On va commencer comme ça. Donc déjà, oui. Alors moi, je définis la sexualité. Alors, de manière assez populaire, j'ai envie de dire, on définit la sexualité par la génitalité, donc l'acte sexuel proprement dit, le coït, réellement. Alors que pour moi, la sexualité est beaucoup plus vaste. Elle englobe l'érotisme, la sensualité, le regard, le positionnement, ce qu'on appelle le langage corporel, etc. Bon, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que juste l'acte sexuel en soi. Et c'est vrai que tout ça, quoi qu'on advienne, on ne sort pas de fleurs, on ne sort pas de choux, ça sort de notre première cellule parentale. Les prémices de la sexualité, les prémices de notre découverte de notre corps, donc son intégrité, donc pieds, mains, dos, ventre, sexe, vulve, pénis, etc. Donc qu'on l'appelle kiki ou autre chose, bref, peu importe, mais on le découvre quand même tout au long de notre vie, et ce dès petit.
C'est vrai qu'une fois, je disais à un papa qui venait d'avoir une petite fille de savoir que les enfants se masturbent. Alors, il est devenu bleu marine parce que c'était hors de question dans sa tête. Mais en vérité, oui. Mais c'est pas la masturbation comme nous, on l'entend. Avec cette notion vraiment un peu plus adulte de la sexualité, du plaisir génial, etc. Mais plutôt dans le sens de découverte de soi, de découverte des sensations de son corps. Voilà, il aime sucer son pouce, il aime ci, il aime ça. Ben, c'est exactement la même chose. En plus, il y a une très très forte oralité. Hein, c'est ça, j'allais dire, effectivement, on ne s'indigne pas de voir un enfant sucer son pouce ou prendre de la terre dans ses mains. Exact. Mais on touche aux parties dites intimes. Et tout de suite, il y a... Alors, d'où ça vient? Enfin, d'où ça vient? Pourquoi? Ça vient simplement ça vient du fait que la sexualité, la notion de désir et de plaisir, c'est quelque chose qui est quand même déjà premièrement intime, mais c'est surtout très tabou. Paradoxalement, maintenant, actuellement, on est dans quelque chose où c'est too much, c'est à l'extrême. Mais si on revient un petit peu à la base des choses, il y a quelques années, vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, c'est quelque chose d'assez tabou. Autant la sexualité masculine était assez bien connue, mais elle était plutôt, elle s'apparentait plus à quelque chose où un homme doit être guerroyant, il doit avoir limite, plus il a de femmes, plus il est viril, en passant. Oui. Donc, on est passé quand même dans des étapes un peu particulières. Et puis, on sort d'une société judéo-chrétienne, donc faut pas non plus oublier ça, avec quelque chose un dogme moralisateur où la sexualité, on ne doit pas dire que c'est du plaisir, que c'est de la jouissance. On peut pas dire ça aussi clairement. Donc, déjà ne pas pouvoir l'exprimer aussi clairement en tant qu'adulte, on peut surtout pas le voir pour un enfant. Et là, ça devient juste impensable et infaisable. Ce sont des anges, les enfants sont asexués. Asexués. Ouais, voilà. Normalement, Et si on considère son enfant comme asexué, alors aujourd'hui on est là pour s'éveiller, pour dépasser un petit peu effectivement ce tabou qui peut entourer l'acte sexuel. On a bien compris qu'un enfant qui se découvrait, ce n'était pas par recherche de jouissance, mais bien juste une soif de découverte, comme tout le reste. Et puis de plaisir, et puis vraiment le plaisir brut, c'est-à-dire que quand je me touche, je sens quelque chose dans mon corps. Je ne sais pas ce que c'est. Je comprends pas d'ailleurs, je sais pas quoi en faire de ce truc-là, mais simplement, ça me fait du bien. Donc je souris, je suis content. Voilà, c'est un truc tout bête au fait. Alors doit-on laisser faire l'enfant ou doit-on l'empêcher pour le laisser recommencer lorsqu'il sera en âge de... Alors la question serait, est-ce qu'on le met en pause, on ne le met pas en pause, on bloque ça, on fait comment? C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, clairement, puis en plus, je pense qu'à présent, c'est de plus en plus documenté là-dessus, c'est de plus en plus avéré. Non, il y a à chaque stade, on n'aura pas le temps ce soir de voir, mais à chaque stade, il y a ce qu'on appelle un développement psycho-affectif, et dans le mot psycho-affectif, il y a cette partie aussi de découverte du corps. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'enfant petit doit intégrer ces différentes parties. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que certains adeptes du massage de bébé aiment bien ce concept-là, parce que quand on masse un enfant, entre guillemets, on fait l'enfant connaître ses limites corporelles. Mais on peut pas le dessiner au niveau du corps. Et par contre, la petite zone qui est au milieu, là, qui est juste en dessous du ventre et entre les deux jambes, par contre, c'est un trou béant, il y a rien qui s'y passe. C'est pas logique. Non, en plus, rien qui s'y passe, sauf que quand je fais pipi ou caca, il y a un truc qui se passe quand même. Il y a une sensation quand même à ce niveau-là. Donc, quand j'ai une autre sensation qui est encore plus sympathique, je vois pas pourquoi j'aurais du mal. Donc, non, c'est de la découverte. Par contre, c'est plutôt l'adulte qui va transférer ses peurs, ses craintes, ses angoisses par rapport des fois à sa propre sexualité, en lien avec sa propre découverte des fois de son propre corps. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, et on est quand même en 2022, il y a quand même des jeunes femmes qui sont capables de dire qu'elles, non, elles n'avaient aucune pulsion sexuelle ni rien du tout avant que le mari touche à l'interrupteur, quoi. C'est quand même assez impressionnant parce que c'est quand même une pulsion de vie. C'est quelque chose que l'on ressent. Maintenant qu'on n'arrive pas à la déterminer parce que l'éducation, et là on revient sur une autre question, l'éducation, surtout pour la femme, principalement, l'éducation, on nous a formaté comme ça. On nous a formaté petite fille, donc on est devenu femme, on est devenu mère, donc on reformate pareil. On nous a formaté avec cette notion où la femme peut tenir,
son sexe. La femme n'a pas besoin de ça. La femme n'est pas limite à un être sexué. De toute façon, la femme, elle avait un but avant qui était celui de procréer, pas de prendre plaisir, deux choses différentes, deux choses totalement différentes. Donc, bon, tant qu'à faire, voilà. Donc, on enferme, et ce qui fait que actuellement, alors on est dans un mouvement inverse actuel qui n'est pas meilleur non plus, parce qu'on est dans un mouvement très, très trop ouvert, j'ai envie de dire, sans limite, sans limitation, et qui peut aussi faire autant de mal que celui qui était de dénier, de nier complètement cette notion de pulsion, d'envie, de besoin, et de besoin d'être aimé et enfin d'être désiré. Et tu voudrais dire par là, pourtant, on voit bien que effectivement il y a une libéralisation. Une libération des mœurs. Effectivement, on voit que oui, que l'orgasme féminin est tout à fait reconnu et accepté aujourd'hui. Et pourtant, tu parles d'une construction de notre sexualité par rapport à notre enfance, notre cellule parentale et familiale. Est-ce que il y aurait une éducation sexuelle qui serait donnée aux hommes et qui serait différente de celle donnée aux femmes? C'est ce que tu sous-entends? Oui. Il y a une éducation sexuelle qui a été donnée. Après, maintenant, les paramètres d'éducation sexuelle moderne que l'on peut entendre à l'école sont différents. Mais il y a bien une éducation sexuelle qui a été donnée. C'est-à-dire qu'on a quand même élevé les 20, 30, 40 dernières années la femme dans une sorte de répression. À part le tu ne dois pas, mais c'est vraiment dans une femme doit être prude, pieuse, ne rien ressentir, limite ne pas aimer ça. Voilà, si elle aime le sexe, c'est plutôt une personne sale, une personne vulgaire, une personne de mœurs légères. C'est vrai que c'est pas dans la description de la femme vertueuse. Hein. On en reparlera un autre jour de cette histoire de femme vertueuse. Ça aussi, c'est pas mal, c'est sympathique. Mais on en reparlera un autre jour. Mais c'est exactement comme dans Quantique et Quantique. Je crois que c'est le chapitre 4. Elle n'est pas inactive. Hein, quand elle dit à son bien-aimé de venir, etc. Donc, j'ai envie de dire, même dans la Bible, on voit bien qu'une femme n'est pas forcément inactive. L'image qu'on doit donner, c'est-à-dire que la femme, elle vient, elle reçoit, mais elle n'agit pas, elle ne prend pas plaisir. C'est limite... Mon Dieu, enfin voilà, si elle pouvait fermer les yeux, elle y va. Alors avec des, je veux dire, on peut modérer ce propos-là, mais en mettant une sorte de grosse caricature dessus, c'est un peu ça qui s'est passé ces 20, 30, 40, enfin en tout cas les années précédentes. Avant, les choses commencent à accélérer un peu plus, mais c'est vrai qu'on a culturellement élevé les femmes dont tu seras mère, ma fille, tu seras femme mariée, tu seras mère, ma fille, mais jamais on a dit, mais tu seras une amante. Ouais. Tu prendras plaisir, tu aimeras ton corps, tu prendras plaisir à voir ton corps, avant même de le donner à ton mari, etc. On n'a jamais eu ce discours-là par rapport aux femmes. Alors qu'un garçon, tu es beau, tu es mon fils, tu es mon coq, entre guillemets. Bon, tu me ramènes une copine, même si c'est pas la bonne, que tu m'en ramènes 10 avant de te marier. Bon. T'es un homme, après tout, il a des besoins. Et c'est tellement ancré cette notion de besoin que la semaine dernière, je regardais un espèce de petit, c'est pas un podcast, mais un truc assez rapide sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas un professionnel, et qui a dit un élément, beaucoup de choses, mais qui a dit un élément qui, moi, m'a frappé, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, toujours, tout ce qui va être de l'ordre des cancers, qui va toucher l'appareil génital, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, la prostate, etc., ou bien l'utérus, etc. Au niveau de l'homme, va être pris en charge à 100%, tout ce qui va être de l'ordre de l'amélioration ou de la guérison, si je peux dire ça, de tout ce qui va être de l'ordre de la performance sexuelle. Donc Viagra et autres procédés. Mais ce ne sera pas pris en charge par la femme. Ah oui. Parce que les médecins... Voilà, parce que les médecins estiment que pour un homme, il est essentiel qu'il y ait ce maintien sexuel pour son équilibre, et pas pour une femme. Oui, on voit clairement l'héritage judéo-chrétien de notre société. Voilà, on est encore même médicalement là-dedans. Effectivement, c'est assez frappant. Donc voilà, donc on est encore là-dedans, même si avec l'information, on aurait pu dire que ça en 2022, ça n'existe pas, mais si, même, je veux dire, même dans les textes administratifs,
Donc, remboursement, sécurité sociale, dans les droits, on est encore à ce niveau-là. On est encore à se dire que, mais par exemple, moi, je sais que en général, quand je pose des questions, est-ce qu'une femme a des pulsions? Moi, j'ai des femmes qui me répondent non. Je dis, est-ce qu'une femme peut fantasmer sur un homme juste en le voyant passer dans la rue? Ben non. Pourquoi non? Qu'est-ce qui diffère dans notre corps, dans notre génie? Est-ce qu'on a, je sais pas, on a un chromosome supplémentaire en moins, en plus? Enfin, je comprends pas. Alors là, ça me marque un peu ce que tu me dis, parce que de ce que j'ai appris, moi, c'est qu'il y avait réellement en fait une sexualité, un appel à la sexualité différent entre les hommes et les femmes, et que les hommes effectivement étaient plus sensibles que les femmes. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont insensibles, mais en tout cas plus sensibles à la vue, à ce qu'ils voient. C'est la raison pour laquelle il y avait autant dans les années 80, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit aussi des hommes se dénuder, mais qu'il y avait autant de femmes dénudées pour vendre tout et n'importe quoi, parce que ça suscitait chez le consommateur, là en l'occurrence, hein, puisqu'il s'agit de publicité, l'intérêt, et donc du coup l'intérêt pour le produit. Mais là, tu me dis, oui, pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas fantasmer en voyant un homme passer dans la rue? Est-ce qu'il y a un éveil à la sexualité différent chez les femmes, ou est-ce que c'est vraiment la société qui nous a construit comme ça en se disant, bon, bah, chez les femmes, c'est différent? Alors, il y a des deux. 50-50. Entre la poule et l'œuf, lequel qui arrive en premier? Bonne question. 50-50. Évidemment, une femme, alors juste un exemple très très simple, dans le fonctionnement d'un homme, il est capable de cloisonner les choses. C'est-à-dire, il est capable de se fâcher avec vous le matin, hop, il a fermé ça dans la petite boîte, et il revient l'après-midi, il est tout content, tout guilleret, sympa, même pas envie d'une relation sexuelle, mais tout guilleret, sympa, le truc est passé dessus, il a rien, enfin, il a tout oublié. Alors que là, ça va te rappeler de ce qui s'est passé à 8h, 8h05, 8h06, 8h07, 8h09, jusqu'aux 17h où tu vas arriver, parce que ça fait au moins, regarde tout ça d'heures que je suis en train de ruminer le truc, hein, et il va te le rebalancer à 18h05. Exactement. Donc, on a évidemment un fonctionnement, une perception des choses différentes, bien sûr. Mais on n'est pas moins. C'est-à-dire qu'une femme peut aussi avoir envie, donc dans la rue ou bien sûr de son mari, elle peut aussi avoir envie de son mari. Elle peut être à l'initiative d'une relation intime, si on le met dans le cadre de mariage. Et ça, pour certains hommes, c'est très difficile à entendre parce qu'aussi il y a la notion très 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 du coup sociétale de performance aussi de l'homme, parce qu'il ne faut pas croire qu'au niveau des hommes c'est simple aussi de vivre, d'être un homme, un vrai, un grand qui réussit à chaque fois à avoir une relation consentie, consensuelle dès qu'il veut, qu'il peut. Enfin voilà, qui arrête tout simplement en érection à chaque fois. Voilà, quand ça commence à coincer, je peux vous dire qu'au niveau de l'estime de soi d'un homme, c'est aussi très compliqué. Mais c'est aussi très compliqué aussi pour certains hommes de voir le désir de sa femme et que la femme soit à l'initiative de cette relation, de cette intimité. C'est compliqué. Et là, voilà. Et là, on part dans quelque chose de beaucoup plus subjectif, de beaucoup plus moralisateur, ou encore dans l'éducation, ou encore dans les images qu'on appelle les imagos parentaux, dans l'image de ce que doit être un homme, dans l'image de ce que doit être une femme, qui nous sont transmises directement par la société et par nos parents. D'accord. Et donc, comme il y a effectivement cette notion de performance qui est très marquée dans la vision de la sexualité masculine et qui est sans doute apportée par effectivement ce que tu disais, donc l'environnement des hommes. Les deux, l'environnement et puis réellement en termes de besoins émotionnels, un homme par l'acte sexuel, j'ai envie de dire, construit, renforce, enfin par cette notion de sexualité, et là j'ai envie de dire sexualité, mais en termes d'action, hein, renforce aussi son estime de lui-même, renforce son image, renforce et contribue à son identité propre, ça c'est sûr et certain. Donc tu vois, il y a des deux. Et du coup, dans notre société, un homme qui ne serait pas à l'image d'un homme, c'est-à-dire qu'il ne serait pas coureur, limite on ne lui demande pas s'il n'a pas un peu efféminé. C'est bizarre. Ouais. Tout de suite, il avait le soupçon. Il y a un souci, en fait. Ton mari t'a jamais trompé? Oh, ben bon. Enfin, t'es sûr qu'il ne regarde pas les... Non, jusqu'aujourd'hui, des fois, c'est presque incompréhensible pour certains. Donc, il y a les deux. Il y a la construction émotionnelle aussi des hommes, hein, comme je disais, enfin, qui arrivent à cloisonner, etc. Et nous, on est dans tout un tube. Hein, nous, c'est le continuum. Hein, il n'y a rien qui bloque, il n'y a rien qui... On ne ferme rien. Mais il y a aussi beaucoup de cette notion de normes transmises par nos parents et culturelles.
J'aimerais te demander, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de découvrir la sexualité quand on est un homme ou une femme? Très, très grosse question. La première réponse, j'ai envie de dire, je ferai une réponse que tout le monde connaît, puis après, on peut voir autre chose. La première réponse, c'est que c'est sûr et certain que c'est pas par la pornographie que la découverte de la sexualité, de sa sexualité, je veux dire, doit se faire dans le sens où c'est vraiment pas la meilleure façon. En plus, sachant qu'une image reste, en termes d'impact visuel, psychologique, reste plus de 10 ans dans la tête. Une image, donc Ah oui, voilà. 10 ans. Ouais, donc ça reste quand même. Après, on est plus ou moins, etc., sur les chercheurs, mais il y a quand même une bonne moyenne d'une dizaine d'années en termes d'impact. Donc, imaginez, quand on commence à découvrir ça super tôt, les images on peut encaisser au fur et à mesure et l'impact que ça a sur notre construction de nous, de sa sexualité, de l'acte sexuel, mais même ne serait-ce qu'émotionnellement, parce que découvrir. Alors, que ce soit par la pornographie ou par l'exposition avec des parents qui ne sont pas forcément très dans les limites de l'intimité, etc., découvrir trop tôt des images sexualisées a un impact aussi sur sa construction, sur son identité, a un impact sur ses émotions, a un impact sur même des fois sur sa maîtrise de soi, parce que du coup, certaines images sont choquantes et sont ressenties dans le corps et dans l'esprit d'un petit garçon, d'une petite fille, on va dire, j'ai un exemple de l'âge de 9 ans. C'est très violent, c'est très marquant, ça peut faire peur, ça devient limite obsédant ou persécutant en termes d'image, d'impact, mais en termes de sensations qu'on a ressenties dans le corps. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas la meilleure façon de découvrir la sexualité. Dans le monde merveilleux de Oui Oui, ce serait intéressant que chaque parent prenne conscience de la sexualité, du développement psycho-affectif de l'enfant selon sa tranche d'âge, pour l'accompagner dedans, pour l'accompagner dans ses découvertes, pour l'accompagner dans son premier petit, j'ai envie de dire son premier, pas coup de cœur, oui, son premier coup de cœur et aussi sa première déception amoureuse, petit fleur qu'on a 9-10 ans, ou le simple fait de tenir la main, oulala, c'est comme si, en fait, on allait avoir un bébé, on était mariés depuis 15 ans, enfin voilà, l'espèce d'imaginaire. Et ça, c'est normal, au fait, parce que c'est une découverte, mais c'est une découverte, j'ai envie de dire, même pas soft, c'est vraiment une découverte avec l'âge et avec ce que l'enfant peut absorber en termes d'émotions et en termes de complexité, sachant que l'âge de 9-10 ans, enfin tout ça, c'est le temps de latence, donc on a une pulsion sexuelle qui est quand même bien posée et qui va ressurgir au moment de l'adolescence, préadolescence, adolescence, en général, maintenant tout est avancé, mais en général vers les 11 ans, 12 ans, 13 ans, où des fois, du coup, le cerveau est beaucoup plus pris à se rendre joli, à se rendre beau, à faire le beau et tout ça, parce que voilà, il y a une fille qu'on aime bien ou il y a un garçon qu'on aime bien à l'école et tout ça. Donc voilà, il y a des stades de développement. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Et c'est vrai que oui, la pornographie, c'est pas du tout la meilleure façon. Alors, je vous parle même pas de traumatisme ou d'abus ou autre. Là, on est encore dans quelque chose de complètement, voilà, c'est absolument pas la meilleure façon. Mais ouais, que ce soit un traumatisme, que ce soit la découverte de sa sexualité, de la sexualité, parce que c'est pas sa sexualité, de la sexualité, d'une forme, je vais même un peu plus précise. La découverte d'une forme de sexualité par la pornographie n'est absolument pas la meilleure des choses, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que la pornographie est un mauvais outil d'apprentissage de la sexualité? Parce que, bon, on a besoin de savoir à quoi ressemblent, je ne sais pas moi, des parties génitales masculines ou féminines. On va sur Internet, on regarde, on tombe sur une scène, on comprend comment les deux appareils génitaux se rencontrent. Et voilà, pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose? Parce qu'on n'est pas juste dans la rencontre de deux appareils génitaux. On n'est pas, je sais pas, on n'est pas en cours de cuisine pour dire que voilà, vous prenez la courgette et vous la trempez dans la sauce. Et soit on n'est pas dans ce truc-là. On n'est pas dans quelque chose de soft. Dans le porno, et je te parle d'image, je te parle de bruit, je te parle d'ambiance dans le film porno qui est quand même assez prenante et présente. Donc on a tout ça, et ça participe à l'imaginaire, ça participe à la conception de la sexualité, ça participe aussi à une forme de, alors le mot que je vais utiliser est très très fort, donc voilà, à prendre avec parcimonie, mais à une forme de déshumanisation, parce que
Du coup, on a en face que deux machines de sexe. On n'a pas réellement de parole, on n'a pas de sentiments, il n'y a pas de construction avant ni après. Et en plus, il y a des scènes qui sont super hard, et qui sont hard et qui sont dans la violence. On va être clair là-dessus, qui sont clairement dans la violence. C'est-à-dire que l'acte sexuel, l'acte de pénétration, est clairement pris comme un acte violent. Puis je parle même pas des positions et des choses comme ça aussi qui peuvent choquer énormément d'enfants et qui au bout d'un moment seront amenés, puisque je dis que tout ça a un impact visuel et psychologique qui peut rester des années, qui seront amenés inconsciemment à reproduire ça dans leurs relations sexuelles. Et finalement, ne pas y éprouver autant de plaisir que ce qui était peut-être fantasmé. Donc on va être vraiment dans quelque chose ou encore pire, si je peux m'exprimer comme ça, ils vont trouver du plaisir dans cette forme violente de sexualité. C'est-à-dire que leur apprentissage va être aussi formaté comme ça pour que le plaisir, la notion de plaisir soit liée à une notion de violence. Surtout en plus s'il y a déjà eu certains traumatismes précédents. D'accord, donc la pornographie amène en fait à un déséquilibre, à une image fausse de la sexualité. Mais j'ai envie de même dire de la pénétration tout simplement. Même de la pénétration. Voilà. Bah oui, clairement. Non, par cette de violence. De l'acte sexuel. Alors de l'acte sexuel, puisque dans l'acte sexuel, il n'y a pas que des pénétrations, il y a d'autres formes, il y a des défellations, des choses comme ça. Mais voilà, de l'acte sexuel de manière générale. C'est vraiment une déformation. D'accord. Donc on comprend qu'en fait la sexualité est, et on l'a abordé, a un aspect plus global en fait que simplement le coït. Un aspect plus globalement l'être humain, et là on retrouve tout ce qui est la notion de sensation qu'on peut avoir avant de devenir actif sexuellement, toute la notion de sentiment qui entoure et qui est au fondement, enfin qui devrait, même si aujourd'hui mais qui devrait être à la base d'une sexualité active. Et j'aimerais dire, entre l'œuf et la poule, qu'est-ce qui arrive en premier lorsque on sait que, bon, avant, il y avait des mariages arrangés, hein, les personnes se rencontraient les mariages, ou en tout cas peu de temps avant. Ils n'étaient absolument pas amoureuses l'une de l'autre. Et pourtant, il fallait fonder une famille, faire des enfants, et donc ça passait nécessairement par cet acte sexuel. Donc, quand on déconseille, hein, tu l'as dit, de se plonger trop tôt dans des images ou s'exposer trop tôt à des images, à des informations qui seraient inutiles au stade de développement concerné. Donc là, tu as dit donc à partir de 11, 12, 13 ans, au moment des premiers cœurs, on commence en fait, en vérité, c'est bien avant, parce que quand on regarde bien, un enfant commence à poser très très rapidement des questions sur comment on fait les bébés. Comment on fait les bébés, c'est un peu la résultante de la relation sexuelle. Donc, en vérité, les enfants posent des questions très très tôt. Il y a de plus en plus de livres pédagogiques qui sont assez bien faits pour expliquer comment on fait les bébés d'une manière, j'ai envie de dire, posée, douce, pas de manière violente ni quoi que ce soit, qui reprennent la relation entre maman et papa. Enfin voilà, il y a des choses quand même, il y a des livres qui sont très bien faits. Il y a des outils pédagogiques qui sont assez bien faits pour accompagner selon le stade de son enfant. C'est-à-dire, dès que les premières petites questions, maman, comment je suis née, d'où je suis née, d'où je viens, oui. Est-ce que tu as un livre en tête? Non, j'ai pas un livre. Par contre, j'ai un site que je trouve quand même assez bien fait, qui résume les étapes. Après, dans le détail, on peut chercher un peu plus. netetgrandir.com. Oui. Ouais, je trouve qu'il est assez bien fait. Donc, il y a les stades, au moins les stades de développement. Mais il y a quand même des livres qui sont assez bien faits pour permettre aux enfants d'exprimer leur émotion. Du coup, la découverte du corps, etc., etc. Et d'âge en âge, on va dans quelque chose de beaucoup plus pointu en termes de biologie, si je peux dire ça comme ça, mais aussi en termes de sentiments. Parce que, comme je disais, dans le monde de oui, cette découverte et cet accompagnement de notre enfant se fait aussi dans le cadre d'un couple. Et au bout de moment, plus l'enfant grandit, plus l'enfant comprend. C'est-à-dire qu'entre maman et papa, il y a des démonstrations d'amour, il y a des démonstrations de tendresse, et il peut y avoir aussi des regards un peu plus particuliers que pour moi, petite, que je comprends pas à 6, 7, 8 ans, mais à 12, 13, 14 ans, je le comprends, le regard. J'ai pas dit qu'il y a de l'exposition de sexualité des parents, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a des petits regards, il y a des petits compliments coquins, des trucs, mais qui montrent quand même que ce lien
cet amour existe et que du coup ce lien corporel existe. Et je le comprendrai quand je serai plus grand. Et du coup, par mimétisme et par apprentissage, je reproduirai la même chose avec ma femme parce que voilà, j'ai vu mon père s'occuper d'elle, faire à manger pour ma mère, lui faire un petit bisou dans le cou, elle était contente, elle était toute rouge. Toi, ça, c'est l'apprentissage aussi de la sexualité, en plus de la partie tactile et émotionnelle qu'on peut avoir dans le nursing proprement dit. D'accord, alors là, tu prends l'exemple d'un couple marié dans un foyer. Alors, on sait que c'est de moins en moins courant, un foyer qui s'est construit avec voilà, papa, maman, donc qui élèvent leurs enfants à tous les deux. Aujourd'hui, il y a des familles recomposées, des enfants qui ont vu leurs parents se déchirer et finalement divorcer. Est-ce qu'il y aurait un apprentissage différent alors, je ne vais pas le limiter à la sexualité parce que c'est pas le tout, mais j'aimerais dire de la construction du couple donc qui passera aussi par la... Automatiquement, et j'ai envie de te dire, même ceux qui sont élevés dans la famille, des fois, au bout d'un moment, il faut qu'ils se posent le couple parental, hein. Même ceux qui sont élevés avec papa-maman, parce que ça peut être aussi un couple dysfonctionnel, ça peut être un couple à l'intérieur qui est assez violent, etc. Donc, enfin, c'est un conseil que je donne, surtout qu'on est plutôt dans quelque chose où on est en train de se poser pour pouvoir se dire, je vais peut-être me marier, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire des enfants. C'est intéressant quand même de toujours revenir un peu en arrière. Parce que l'apprentissage, alors, est-ce qu'il est différent par rapport à que ce soit la sexualité ou simplement l'émotionnel, hein, le relationnel couple? Oui, il est différent, obligatoirement. Parce qu'il y a déjà une situation qui va être différente. Maintenant, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si ça va être un peu compliqué à entendre, mais ça va être du coup encore une responsabilité parentale. Mais c'est vrai que quand on se déchire, quand on est divorcé, ça j'ai en tête plusieurs exemples, c'est compliqué de pouvoir s'occuper de l'émotionnel d'un petit garçon, d'une petite fille qui est au milieu, ou bien des enfants qui sont au milieu de ce champ de bataille-là. Mais c'est vrai que l'apprentissage sera totalement différent, mais il ne sera pas moins bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Autant il y a des enfants qui sortent de couples dits solides, dits bons, bien, qui ont aussi beaucoup de problématiques relationnelles que quelqu'un qui a été élevé par une mère célibataire et qui a toujours vu sa mère un peu se battre et qui est du coup au bout d'un moment, par exemple si je prends l'exemple d'une fille, qui au bout d'un moment a reçu aussi un peu de sa mère le truc que les hommes ne sont pas bons pour faire attention aux hommes et qui du coup doit dans ses relations se poser pour un peu sortir la notion de l'homme, puis le relationnel avec l'homme, la relationnelle puis aussi avec l'histoire et le passé de sa maman, qui est aussi qui a une grande influence sur. Donc évidemment à chaque famille recomposée aussi, pareil, parce que famille recomposée, ça veut dire que moi j'ai un nouveau père, quelle représentation de mon père que j'avais déjà, est-ce que ça rentre un peu en comparaison ou en conflit avec le père que j'ai, le nouveau, enfin il y a des conflits de loyauté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est un apprentissage qui va être différent, mais il ne sera pas de moins, voilà, ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il ne sera pas de moins bonne qualité. C'est pas ça qui déterminera quelqu'un qui arrivera à avoir une maturité émotionnelle. Non, parce qu'il y a des gens vraiment qui ont réussi malgré ça à se poser, alors que d'autres qui sont sortis de couples dits heureux sont complètement immatures émotionnellement. Cette notion aussi que actuellement, enfin pour certaines personnes, et maintenant la société nous enjoint à le faire, il est plus facile de donner son corps que de donner ses émotions. Et ça, je le vois énormément. Je le vois énormément là, en termes d'incidence. Bah oui, complètement, parce que en fait, c'est ce que nous propose la société. C'est-à-dire que ton cœur, tu le réserves pour d'autres choses, hein, pour ta carrière professionnelle, pour tes hobbies, pour tes amis. Et puis, ton corps, tu le réserves pour un élément de jouissance, mais qui est décorrélé des émotions. Donc oui, c'est aussi très intéressant. La société le fait, mais ça existe depuis un petit moment, tu vois. Cette espèce de ce qu'on appelle une dissociation. Et pour certaines personnes aussi qui ont du mal à communiquer, ou bien qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes suite à des traumatismes, des choses comme ça, pour eux, ça va être beaucoup plus simple de donner son corps que de donner son esprit, que de donner ses émotions, que de se poser, parce qu'ils n'arrivent pas, parce que c'est trop flou, c'est trop ambigu, et parce qu'au bout d'un moment,
être un être désiré, désirable, fait écho en eux à la possibilité d'être un être aimé et aimable, dans le sens où ils peuvent être une personne que l'on peut aimer. Donc voilà, il y a vraiment ces notions-là aussi, indépendamment de la société, mais qui en lien avec la construction de quelqu'un, hein, qui rentre dedans. Et c'est vraiment impressionnant parce que de plus en plus, ça existe, ce genre de choses, ces dissociations-là. Comment faire pour que son enfant soit mature émotionnellement et puisse construire une famille? La grande question. T'as 1 heure et demie devant toi ou On avait déjà abordé lors d'un podcast différent la notion de résilience. On a vu que lorsque les enfants, lorsque les enfants étaient confrontés à des choses perturbantes, hein, par exemple l'exposition très tôt à la pornographie de parents, moi j'en connais personnellement, qui exposaient leurs enfants de 3-4 ans à ce âge. Et pourtant, en grandissant, l'enfant auquel je pense aujourd'hui a un peu moins de 20 ans. Et ben en tout cas, pour l'instant, c'est quelqu'un de très posé, très calme. Alors, pas du tout quelqu'un qui semble déséquilibré par rapport au modèle parental qu'il a pu avoir. Donc, c'est vrai qu'il y a un mystère, en tout cas un mystère pour tous les non-sachants à ce sujet. Comment faire pour que son enfant puisse avoir toutes les clés? On sait, on l'a vu lors d'un podcast précédent, que une des clés, c'est de aider son enfant à pouvoir exprimer ses émotions, les identifier, le conduire, laisser s'exprimer lorsqu'il souhaite avoir une idée ou une pensée. Ça aide à la construction plus tard, mais on sait bien que ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu aurais, alors peut-être pas pour tout, évidemment, 2-3 petites astuces à mettre en œuvre pour pouvoir aider son enfant à être bien construit, entre guillemets, sur ces sujets? Alors, au fait, ce qui est pour moi l'une des choses les plus importantes, le fait de pouvoir permettre à l'enfant de dire ses émotions, c'est essentiel. On est d'accord avec ça? Parce que verbaliser et formaliser sa pensée l'aide toujours déjà à mettre à distance, à évacuer ce qui le stresse, l'angoisse, etc. Il n'y a pas de souci. Pour moi, ce qui aide un enfant, j'ai envie de dire même un grand enfant, un grand adulte enfant, à pouvoir aussi, au bout d'un moment, si je dis ça, je pense que je sais pas s'il faudra mettre ça dans le podcast, mais bon, bref. Pour moi, ce qui aide un grand adulte ou un grand enfant ou un enfant simplement aussi à se poser de manière émotionnelle, c'est ce qu'on appelle le cadre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants, et là j'allais créer un jeune homme qui, voilà, avec une histoire familiale très compliquée, voilà, exposition aussi assez tout par rapport à tout ce qui est sexualité et autres, mais qui a réussi à se canaliser, à se poser, à se structurer en allant à l'armée, en s'engageant à l'armée. Ah, d'accord. Un cadre à ce point. Voilà. Donc, et ça, c'est ce que tu viens de dire est très vrai. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, plus ça a été instable dans l'enfance, plus la personne va chercher un cadre très strict. Parce que ce cadre strict lui donne des limites, lui donne des choses à faire, lui permet de se canaliser parce qu'il doit respecter au minimum près ce qui est dit, lui permet aussi, limite un peu en termes de charge émotionnelle et affective et mentale, de s'en dégager parce qu'il y a un supérieur qui donne des ordres et qui cadre aussi sa vie. Heure de manger, heure de repas, heure de coucher, etc., 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 etc. Donc voilà, il y a pour moi le cadre. Et c'est pour ça aussi alors je sais pas si tu connais l'émission de Super Nanny, mais c'est amusant parce que Super Nanny, elle fait que remettre du cadre, hein, là où il y en a pas en vérité. Heure de coucher, heure de manger, heure de ci, heure de ça. Non, tu réponds pas, non, tu n'insultes pas. Elle ne fait que remettre du cadre en vérité dans toutes ces familles-là. Donc pour moi, ça c'est l'une des bases qui permet à un enfant de se structurer et des fois à un adulte qui n'a pas pu avoir cette structure-là petit peut l'avoir aussi en devenant grand. Et là où je te dis que je ne sais pas s'il faut mettre ça dans le podcast, c'est que la religion sert aussi de cadre pour certains. Maintenant, voilà. Non, parce que ça nous permet d'identifier. En fait, aujourd'hui, on est dans un grand mélange où les limites, les interdits sont vus comme étant une atteinte aux libertés individuelles. Sauf qu'on a un Dieu qui nous a créés avec avec une loi, avec des lois naturelles, des lois physiques. On voit que l'homme n'est pas fait pour
être en dehors de tout cadre. Donc, on revient tout à fait à cela. Alors, la religion peut être effectivement un cadre qui peut être utile. Alors, à voir comment on le posait, parce qu'on a vu qu'il y Voilà. avait on a vu qu'il y avait des dérives. Après, c'est toujours Voilà. il y a eu des grosses dérives où on se dit, voilà, la Bible ne parle pas explicitement de la sexualité, on parle effectivement dans Quantique des Quantiques, de sensualité, de choses comme ça, mais on ne parle pas de sexualité à l'état brut, sauf quand on parle d'adultère, ce qui n'est pas vraiment la partie la plus... C'est pas une... Voilà, ouais. réjouissante de la sexualité, mais on sait pourtant que la sexualité a été créée par Dieu et voulue par Dieu. Dans toute sa création, les animaux se reproduisent, les hommes se reproduisent. Les animaux ont des relations sexuelles, les hommes ont des relations sexuelles. On voit que ça a été l'outil qui a été mis en place aussi pour pouvoir se multiplier, donc, et répondre à cet ordre que Dieu avait donné, donc multipliez-vous. Et on voit que Dieu a voulu cette sexualité. Alors, et on sait que le plan de Dieu est que l'homme soit épanoui et heureux. Donc, on peut se dire que ça passe aussi par la sexualité, l'épanouissement et la joie. Moi, ce qui me fait rire, c'est que dans ta phrase, tu as quand même dit que la sexualité, c'était l'outil pour se reproduire. J'adore. Et si je veux pas d'enfant, je veux juste avoir des relations sexuelles, je fais quoi? Alors, c'est que c'est exclusivement un outil pour se reproduire. C'est juste que ça répond à l'ordre qui a été donné par Dieu au départ, multipliez-vous et remplissez la terre. Et donc, effectivement, on voit par cet ordre-là que Dieu a voulu qu'il y ait des relations sexuelles qui se passent entre les hommes et les femmes. Mais je ne dis pas que ça sert exclusivement à ça. Évidemment, et c'est pour ça que je parle et que j'insiste lourdement sur le fait que la sexualité, comme tout élément qui a été créé par Dieu, a été créé pour l'épanouissement de l'homme et pour la joie de l'homme. Donc évidemment, ça ne sert pas, en tout cas c'est un avis qui est en tout cas personnel, ça ne sert pas exclusivement à se reproduire. Et voilà. Mais c'est vrai que le cadre posé par la religion peut être intéressant dans le sens où si on arrive à remettre ça en lumière, si on arrive à remettre ça en lumière en disant que bon, la sexualité voulue par Dieu, eh bien c'est dans le cadre d'un équilibre. Donc ça évacue déjà toutes les questions de violence, de domination, toutes les notions de performance, parce que c'est pas là que Dieu te demande d'être performant, il te demande de partager avec un partenaire cette sexualité qu'il a créée pour toi. Donc la religion, après, il faut que ce soit bien présenté. Alors, il faut que la religion soit... En fait, tu as raison. En fait, la religion, comme tu disais tout à l'heure, ne dit pas non plus comment faire les choses. C'est-à-dire que la religion ne dit pas, pour être un homme, voici ce qu'il faut faire. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, voilà. Et même sexuellement, petit 1, petit 2, petit 3, heureusement d'ailleurs, c'est en passant, parce que ça donne une liberté. Aussi, ça ne formate pas en termes d'actes ou encore d'envie, etc. Ça ne formate pas, mais par contre, évidemment, il y a quand même des choses un peu humaines et naturelles à poser dans ce cadre-là. Mais c'est vrai aussi que malheureusement pour ça, la religion peut parfois accentuer certaines choses qui sont déjà très culturelles, comme la position de l'homme, comme le fait que la femme est faite pour souffrir, etc., etc., etc. Voilà, parce que voilà, premier péché, c'est elle qui a mangé la pomme. Enfin, si c'est une pomme, je sais pas ce que c'était. Mais voilà, on peut pas, quand on parle de religion et de sexualité, on ne peut pas enlever complètement le culturel, le formatage que l'on a. Et c'est ça qui devient compliqué. Parce que du coup, qu'est-ce qu'une femme, tout à l'heure on parlait de la femme vertueuse, mais qu'est-ce qu'une femme sexuellement active et pleinement épanouie chrétienne? Déjà, un homme, on arrive à peu près à voir, mais voilà, un homme, et encore, parce qu'il y aura toujours cette notion de performance. Il y aura toujours, même s'il le prendra de manière moins forte qu'un autre, bon voilà, ça peut arriver d'avoir des coups de mou de temps en temps, etc. Mais il y aura quand même, n'empêche toujours cette espèce de retour de se dire, mais j'ai pas été incompétent. Ça, c'est structurel, c'est psychologique, c'est dans la construction d'un homme de se poser ce type de questions-là. Par rapport à ce que ça renvoie directement à sa masculinité et ça renvoie directement à sa virilité. Je parle même pas d'être un homme et de pouvoir enfanter, je parle juste de sa virilité, ce qui le construit lui, en tant qu'homme. Donc, la religion aussi, elle est, quand je disais qu'elle est cadrante, elle cadre
Et parfois, on la prend vraiment comme un outil de cadrage, parfois trop excessif. Parce que l'Éternel nous a quand même donné le libre arbitre et l'action du Saint-Esprit pour nous guider dans le quotidien, dans notre relation au quotidien, dans notre relation quotidienne dans un couple, une relation basique, amie, etc. Et c'est ça, parfois, qu'on a tendance à oublier. On n'est pas dans le tu dois, ou tu ne dois pas, mais on n'est pas dans le tu dois, on n'est pas dans le devoir, on est dans le vivre avec, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, mais on est dans le vivre avec. Donc, vivre avec sa sexualité. Accepter sa sexualité, accepter on aime, je veux dire un gros mot, qu'on aime le sexe, accepter qu'on en ait envie, ou accepter qu'on ait moins envie que d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison, c'est pas parce qu'un couple fait 5 fois par semaine et nous que 2, on est moins heureux qu'eux, simplement on a un rythme de vie différent, et puis il faut comprendre quelque chose aussi, la sexualité c'est un vrai moyen de communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que il y a des hommes ou des femmes qui parfois, en termes de communication, n'arriveront pas à formuler, à verbaliser des choses, à verbaliser des sentiments positifs comme négatifs parfois, mais tout va passer par le corps, tout va passer par l'acte sexuel. Et du coup, dans cette communication-là, qu'on soit en couple ou non, dans cette communication-là, il peut y avoir des moments très doux, très simples, très harmonieux, tout comme il peut y avoir des moments beaucoup plus, j'ai envie de dire, un peu plus hot, parce que le temps de communication, ce que j'ai besoin de faire sortir de mon corps, voilà, j'ai pas d'explication, j'ai pas le temps de prendre 15 ans pour les préliminaires, je vais parler un petit peu plus ouvertement, j'ai pas le temps de prendre 15 ans pour les préliminaires, ça va être du tout de suite et du maintenant. Et ce n'est pas mauvais. Moi, je parle d'une communication de 2 êtres en tant que tel. Donc, ça veut dire qu'il y a un consentement. Je parle même pas de non-consentement, je parle pas de ça, je parle vraiment dans le cas où il y a un consentement. Et on va voir que dans des couples, des fois, quand il y a une émotion vive, alors j'avais pris plusieurs exemples. J'ai un exemple, par exemple, tout bête, la première relation sexuelle d'un jeune homme, ça a été pas parce qu'il aimait la fille ni quoi que ce soit, c'est parce qu'au fait, sa copine, une de ses meilleures amies, avait un gros problème, je crois qu'elle avait perdu son père, quelque chose comme ça, c'était un gros chagrin, et il voulait absolument la consoler, sauf qu'il n'arrivait pas à le faire par les mots. Du coup, il l'a fait passer par son corps. Donc, on est encore dans une autre communication. Il y a des pulsions qui arrivent quand il y a de la colère, etc., des choses comme ça. Il y a des couples aussi, alors, ce qu'on appelle là, se rabiboucher sur l'oreiller, c'est pas, des fois, c'est pas si, j'ai envie de dire, c'est pas si tendre que ça. Il y a plus de vigueur, il y a plus, parce qu'il y a un sentiment qui doit sortir, mais on a 2 personnes, au bout du compte, qui sont dans la même alchimie, dans le même contexte. Donc, la sexualité est une vraie communication. Et je pense que si les jeunes peuvent retenir quelque chose, c'est ça, parce que des fois, on peut leur dépeindre la sexualité comme quelque chose qui peut être un peu plan-plan. Et ça, c'est encore un héritage qu'on a eu, où avant, entre guillemets, on disait à un homme, puisque c'est lui qui détenait la sexualité, pas la femme, on disait à un homme que tu auras des enfants avec ta femme, mais tu auras du plaisir ou femme, ta maîtresse, des prostituées, etc. Comme si dans un couple, on ne peut pas être dans l'acte reproducteur si on le souhaite, si c'est le dessein du couple, et en même temps dans cette notion de plaisir et de jouissance physique corporelle. C'est vrai, certains sont encore restés là-dessus. On a encore 2 ans. Oui. Très bien, merci beaucoup Odile pour tout ce partage. On arrive au terme de cette émission. J'espère qu'elle aura été riche d'enseignements pour chacun. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Bien au-delà, sur le site d'Advent Life, si vous avez des questions ou autres. Vous pourrez aussi revenir dessus lors d'un prochain podcast, pourquoi pas. Donc, merci à tous pour votre écoute et bonne journée. Bonne journée. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!